tout ce qui est constitué un réseau, il y a quand même le site de la FFP qui peut adhérer, et en plus c'est gratuit quand on est étudiant. Et c'est vraiment bien déjà pour cette raison-là, et puis ça permet quand même de voir toutes les actualités qu'il y a dans le paysage et toutes les agences et tout ce qu'on peut chercher, que ce soit pour des alternances, peut-être pour aller au GATU, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agences de paysage et d'architectes qui recherchent des urbanistes, des alternants, et ça peut déjà être une bonne plateforme support, enfin une première plateforme utile pour constituer une base du réseau. J'aurai une présentation de la FFP à l'occasion de la semaine d'insertion professionnelle au mois de février, janvier-février. Question ? Tu peux nous dire 2 mots sur alors moi, je fais là-dessus en parallèle de mon PFE, parce que je n'ai pas eu l'année dernière, un petit mélange de Roxane il y a 2 ans et de Maxence du coup. Non, le IATU c'est hyper intéressant en complément de formation, et comme disait Maxence, c'est hyper frustrant créativement parlant, parce que là vous oubliez, quand vous dites projet, vous oubliez la belle vue, la belle coupe, le truc, c'est non, il faut faire beaucoup plus réglementaire. Et c'est aussi, déjà nous, par exemple à la rentrée directement, on nous a qualifiés des paysagistes et on nous a dit, vous deux, vous ne travaillez jamais ensemble parce qu'il faut que vous aidiez les autres. Et nous, on s'est regardé un peu en se disant, on est venu ici pour apprendre à être urbaniste et pas refaire le travail de paysagiste. Et on se rend compte que dans le projet du semestre, c'est un peu le rôle qu'on a, on refait le projet littoral, on veut que vous faites les deux. Donc c'est un côté un peu compliqué à gérer, mais à côté de ça, on a des trucs hyper enrichissants avec des choses qu'on ne voit pas ici. On nous apprend le chiffrage, on a eu un cours avec le chiffrage de projet, donc ça c'était cool. Mais non, il y a plein de choses. Puis comme disait Maxence, il y a un réseau qui se constitue vachement, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a retrouvé nous à l'ENSA. Il n'y avait pas, par exemple, nous, la semaine d'insertion professionnelle, ça n'existait pas. J'avais les cafés de l'accompagnement, mais c'était un peu compliqué. Alors que là, vraiment, on a tellement d'anciens élèves qui viennent nous parler et qui sont mis en relation pour les alternances, etc., que c'est 10 fois plus professionnalisant, je dirais, comme formation. Et si vous pouvez le faire, donc ne pas avoir son PFE, ça ne veut pas dire que le monde s'écroule, vous pouvez quand même continuer à faire quelque chose après. Donc là, en parallèle, le GATU. Mais si vous pouvez le faire en alternance, c'est hyper enrichissant, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que avoir cours que du jeudi au samedi midi, le reste du temps c'est un peu compliqué, ou alors vous vous mettre en freelance comme Roxane et bosser à côté dans une agence de paysage. Et je pense que si vous avez l'occasion de le faire, par exemple, à Bordeaux Métropole, dans des structures où vous n'êtes pas allé faire vos stages de paysagiste, c'est là où vous allez apprendre le plus de choses. C'est toi le master UPET, je vous recommande. Mais attendez-vous à vraiment manger des lois et apprendre des pages des institutions publiques. C'est intéressant. C'est qui veut porte droit, c'est le RIC aussi, c'est sympa. Oh, c'est le RIC. Elle est horrible. Où est la Mais Julien, machin, c'est bien, putain, elle est super. C'est horrible. Allez, Elle est de mourir. celle-là, c'est votre date de liste. Donc moi c'est Julie, je travaille en tant que freelance et en fait la particularité que j'ai, c'est que je travaille principalement pour une agence d'architecture. Je suis la seule paysagiste. C'était un défi pour moi et je ne regrette pas du tout. Je travaille sur des projets à différentes échelles, donc ça va du jardin du particulier à l'aménagement donc des espaces verts, comme celui en ce moment que je traite, c'est une maroquinerie. C'est un travail assez conséquent pour une personne seule. Et après, très stimulant parce qu'on a des enjeux écologiques avec des reboisements, on travaille avec des écologues et aussi l'aménagement d'un jardin sur dalle, donc des choses que je n'avais pas forcément faites avant. Donc, voilà. Concernant le TPER, moi je l'ai abordé plutôt comme une expérience qui visait à tester des méthodologies de recherche liées plutôt à
des données littéraires, parce qu'en fait j'ai travaillé donc, sur les populations autochtones au Canada, en période de Covid, assez compliqué d'aller au Canada. Et j'ai surtout travaillé sur la place que ces peuples-là prennent dans les parcs nationaux, à savoir qu'avant c'était des terres ancestrales pour ces peuples-là et qu'ils ont été évincés en fait, au nom de la protection de la nature, donc la création de ces parcs nationaux. Et l'objectif de cette étude, c'était vraiment de savoir si la notion de paysage culturel, qui est une notion très récente, qui a été développée par l'UNESCO en 1996, elle permet de réunir la nature et la culture, chose que nous, on a tendance à dissocier. Ces peuples-là, c'est des peuples animistes, donc qui se considèrent comme la nature et non pas une dissociation entre nature et culture. Mon objectif là, ça a vraiment été de base de comprendre quelle était leur vision du paysage, est-ce que le paysage existait pour eux ou non, et assez, comment dire, ça m'a un peu frustrée en fait de ne pas pouvoir faire d'études de terrain, mais en même temps ça m'a permis de voir aussi quelles sont les limites d'un TPER avec juste des données littéraires. C'est quelque chose que j'aurais pu continuer, mais j'ai préféré arrêter après ce TPER là. Puisque je me sentais pas trop légitime en fait en tant qu'européenne ou paysagiste de parler de paysage. En fait, on a vraiment des visions qui sont très éloignées. Et voilà, donc je me suis arrêtée là. Peut-être que je reprendrai plus tard, mais on verra. Pour mon projet de fin d'études, donc c'était complètement différent. J'ai travaillé sur la place. J'ai travaillé donc sur un parc d'attractions aquatiques abandonné, et l'idée c'était vraiment de travailler sur la question de la friche et de la réutilisation des matériaux, et notamment d'une friche de loisirs. Je m'entends quand je dis friche de loisirs, c'est que vu que c'était un parc d'attractions, on a le côté très touristique, et ce qui était assez drôle, c'est que c'est un parc d'attractions aquatique qui était installé en Ardèche, dans un lieu très aride. Donc voilà, c'était aussi retracer un petit peu l'histoire de ce site-là et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. On avait une certaine matérialité, avec beaucoup de matériaux disponibles, dont des structures qui étaient complètement obsolètes. C'était comment réutiliser ces matériaux-là pour pouvoir en créer un véritable projet paysage, non pas recréer un parc, mais un observatoire plutôt du paysage et de ce qu'on a autour en fait. Se détacher du lieu, réutiliser ce qu'il y a sur le lieu, mais regarder autour. Si je peux faire un lien entre le TPER et le PFE, c'est que pour moi, cette période de transition, elle représente vraiment l'idée d'élaborer, ou en tout cas d'étudier un sujet. Par exemple, moi, c'est la vision des peuples autochtones m'a toujours attirée, notamment lors d'un voyage en Australie. Je me suis questionnée sur cette place que pouvaient avoir les aborigènes, qui étaient un petit peu mis de côté par rapport aux Australiens qui ont colonisé l'Australie. Et justement, ce TPER-là, il m'a vraiment permis d'essayer de comprendre la vision de non-professionnels du paysage, si on peut dire ça comme ça. Et le PFE, c'est plutôt dirigé par ce que je peux pratiquer aujourd'hui en tant que paysagiste. Et qu'on peut aussi retrouver de manière générale dans les projets de paysage, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui est déjà là. Je pense à tous ces structures liées aux Jeux Olympiques qui, auparavant, ont été créées pour ça et aujourd'hui sont complètement laissées à l'abandon. Et c'est des lieux qui, pour moi, sont très intéressants, soit dans un projet de paysage ou même dans comment ils évoluent en fait, avec la nature et tout. Je dirais que ça m'a permis aussi de comprendre toute cette suite. Qu'en fait, j'étais toujours reliée à l'architecture, entre guillemets. Ça a toujours été une constante dans ma pratique. Puisque avant, j'ai fait un BTS Design Espace, donc j'ai toujours été un peu à cheval entre les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'orienter plus dans la pratique de paysagiste, mais avec des architectes. Ce que je trouve très stimulant, puisque avant, dans d'autres agences, quand j'étais en stage, c'était toujours très dissocié et c'était parfois compliqué pour faire des projets. Et là, il y a une différence qui est énorme. Là, on parle vraiment d'architecture nature et non pas on a un socle, on pose son bâti et c'est tout. Enfin, il y a vraiment une dynamique entre ces différents corps de métier et je trouve que ça fait des projets très qualitatifs, plus que
si on était dissociés. Voilà. Si je retrace un petit peu mon parcours. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux redire juste s'il te plaît le nom de l'agence dans laquelle tu es? C'est une agence d'architecture qui est à Bayonne, c'est l'agence Patrick Rothschild. C'est à Bayonne et c'est l'agence Patrick Rothschild. C'est un prénom basque. Enfin, c'est un nom basque. C'est quelqu'un qui est très connu, enfin, c'est une agence d'architecture qui est quand même assez connue au Pays Basque et qui a beaucoup travaillé aussi autour de Bordeaux, notamment la maroquinerie Hermès qui est à Saint-Paul, je crois que c'est ça, juste à côté de Bordeaux. Enfin, voilà, c'est une agence d'archi qui a quand même une certaine renommée, même dans toute la France. Voilà. Et j'ai réussi à intégrer, en fait, pendant mon PFE, je travaillais déjà pour cette agence. C'était assez conséquent aussi de travailler à la fois pour l'agence et faire le PFE. Et j'ai réussi à rentrer, en fait, grâce à une amie qui était architecte là-bas, qui m'a un peu fait rentrer dedans. Mais après, j'ai eu 3 à 4 entretiens quand même, à savoir... parce que c'est une première, en fait, pour lui d'intégrer un paysagiste en interne. Et c'est plutôt une flash sur des profils, en fait, entre guillemets, plus que sur des pratiques. Oui. Du coup, en parallèle, tu travailles à la fois ton PFE et en agence, c'était quoi ton statut par rapport à l'agence? Tu veux dire quand je travaillais pour l'agence? Oui, quand tu étais encore étudiante et que tu travaillais en parallèle le PFE et l'agence, ton statut c'était quoi? J'étais micro-entrepreneur. Ok, donc c'est toi qui l'as créé. Oui. Ça se crée un peu comment Je l'ai créé même en 2019 puisque je travaillais aussi avec Quentin Geffroy sur quelques projets. C'est assez simple. Plus maintenant. Ah ouais. Bon, quand je l'ai créé, c'était assez simple au final, mais je me suis quand même fait aider par une amie qui est aujourd'hui avocate, mais qui m'a un peu expliqué comment ça se passait. Parce qu'il faut aussi faire attention un petit peu à tout ce que tu prends. Par exemple, je pense à l'ACRE, etc. Il y a plein de données quand même à prendre en compte. C'est facile, entre guillemets, de monter son statut, mais tout ce qu'il y a autour, il faut quand même aller les chercher. Si, Moi, je t'en il a une question. Toi, tu as une question aussi? Ah, non, il a une Non, question. non, je parle qui s'est calmé. Ok. Je me demandais du coup comment tu avais travaillé sur ton PPR du coup en lien avec les peuples autochtones. Sûrement t'en dis un peu plus là-dessus. Que des recherches littéraires, des livres sur l'anthropologie, notamment le site internet de Parcs Canada. Du coup, c'est un réseau de tous les parcs nationaux du Canada, enfin en tout cas en grande partie, puisqu'ils ne sont pas tous, il y a aussi le Québec qui est un peu à part entière. J'ai vraiment fait de cette manière avec... qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait beaucoup d'études de chercheurs aussi qui ont travaillé aussi sur les questions autochtones et notamment sur le paysage, mais plus au Québec. Mais c'est vrai que ça a été très complexe et en même temps j'ai réussi à en tirer quelques données et c'est beaucoup d'interprétations. Et non, j'avais jamais eu de contact direct. C'est ce que je disais, que j'aurais aimé en fait pouvoir avoir ça. Après, à savoir que c'est quand même pas évident. Bon, déjà, on parle anglais, c'est ok, mais il y a beaucoup de peuples autochtones qui parlent pas forcément non plus anglais et qui parlent leur dialecte. Il y en a beaucoup. Et donc voilà, je pense que ça aurait été un peu complexe. Pardon. Du coup, moi, ma question est plus théorique. Après tes recherches, pour toi, c'est quoi la définition d'autochtone selon les Canadiens, ou non? Selon la vision du Canada? Enfin, je le dis en quelques mots, j'ai pas besoin d'un long texte, mais j'ai vraiment besoin de voir un point de vue différent.
Oui, c'est vrai,